Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors dans cette deuxième partie, on va parler de la manière dont tu gères mentalement tes matchs. Et est-ce que toi, avant tes matchs, tu as une routine particulière? Alors, j'ai eu plusieurs phases dans ma carrière. Des phases avec et des phases presque sans, complètement. Et d'ailleurs, ma routine, c'était de ne pas avoir de routine. Et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps fait parce que je l'ai analysé que par la suite. Au début, je ne le savais pas. Mais en fait, je suis très dans le jeu. Donc, j'ai besoin de jouer. Et donc, avant les épreuves, je parle avec tout le monde, je peux parler d'autres choses, j'ai pas de bulle, je je m'enferme pas. Et au contraire, je suis en train de: «Ah tiens, mince, j'ai oublié ma casquette, ah j'ai oublié de gonfler mes pneus, tiens, je vais y aller, ah c'est à nous de jouer, ah OK, j'arrive». Voilà, donc j'ai fait ça. Ça, c'est moi, je suis comme ça. Et je me suis rendu compte par la suite que ça pouvait me jouer des tours. Arrivé un jour d'arriver à Roland-Garros, j'ai oublié mon sac. J'avais pas de raquette, j'avais pas de shorts, j'allais voir mon sponsor, j'ai dit: «Vous pouvez me prêter une raquette?» Heureusement, c'était pour l'entraînement, mais je suis capable de faire des trucs comme ça. Donc j'ai mis un peu plus de méthode et après, il se trouve que j'ai une femme qui est hyper, hyper méthodique et dans tout. Donc là, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthode et puis maintenant, je suis revenu un peu à un entre-deux. Parce que j'ai même rédigé des routines qui sont des routines de veille de tournoi, de match, pour ne rien oublier et donc de faire ça pour, avoir un sac complet. Routine de routine d'entraînement, routine de pré-match et là je la fais courte parce que, je peux pas passer d'un joueur qui switchait en 10 secondes à un joueur qui va avoir besoin de sa bulle pendant 2 heures, comme je les vois, hein, je les vois dans les vestiaires, hein. Je vois Rafa avec son casque, je vois, mais avant aussi je le vois jouer aux petits chevaux, je vois Novak, je les vois faire. Je me repose un peu, me referme un peu, je bascule dans mon match, je vais au combat et puis le go et là je suis sur le court et ensuite avant chaque point avec, une visualisation du coup à jouer, un choix de la cible, une idée sur ce que je vais faire en retour, voilà, j'ai quand même des choses, qui sont très claires pour moi. Alors avant un match, il y en a qui ont besoin d'être très calmes, il y en a qui ont besoin peut-être d'être plus agressifs. Est-ce que toi, tu as réussi à déterminer de quelle émotion tu as besoin pour être le plus performant possible? Mon moteur, moi, c'est le plaisir. J'ai des matchs en tête où j'ai gagné avec du plaisir et j'ai des matchs en tête où j'ai gagné avec de la colère. J'ai des matchs en tête où j'ai gagné, où je m'étais fâché avec ma femme juste avant et je vois bien qu'on se fait la tête, qu'elle est dans le public, mais on s'est fâché. Et là, ça m'est arrivé en demi-finale de l'US Open, récemment et on était en colère, l'un contre l'autre et finalement, je fais un match incroyable et ma dernière routine, je joue contre le numéro 1 mondial, hein. Le gars, il a gagné les 3 premiers grand chelem de l'année, c'est Gustavo Fernandez et il mène tout le match, mais je suis là et c'est serré et finalement au troisième, je mène 5-4 et au changement de côté, je me dis: «On peut le gagner ce match» et à 5-4, je me remémore parce que la veille, j'avais fait mon travail de pré-routine et je m'étais regardé le battre et je me vois, faire des retours gagnants longue ligne et au moment où je bascule, c'est à lui de servir. 5-4, c'est à lui de servir et en fait, je commence par 3 retours longue ligne et je crois qu'il y en a 2 qui touchent même pas et hop et je gagne. Et donc ouais, tout ça pour dire, pour répondre à la question de l'émotion identifiée, non, je n'en ai pas parce que j'ai gagné avec plusieurs. Je viens avec celle du moment et je travaille sur celle du moment. À propos de la visualisation, j'ai lu que après ton accident, tu avais utilisé l'imagerie mentale pour te réapproprier ton corps et pour faire croire à ton cerveau que tu avais encore une jambe. Et je voulais savoir si tu utilisais encore la visualisation pour la préparation de tes matchs ou pendant tes matchs. Maintenant, on commence à avoir accès à pas mal de vidéos de nos matchs précédents. Je regarde avant, je me fais un concentré de mes coups gagnants face à l'adversaire et je les reproduis. Après, je joue avec ce qui fait mal. Par exemple, la première année où je gagne Roland-Garros, je fais 2 aces. Pour revenir, je suis mené 6-1 au tie-break, je crois. 5-1 puis 6-4. Et mon adversaire va finir sur une double faute. Et donc, l'année suivante, je me retrouve dans la même situation contre le même adversaire, 6 partout au troisième, sauf que là, je mène et c'est au tie-break. Je me prépare et je visualise avant, je prépare. J'aime bien faire sur le côté extérieur un ace slicé sur le T qui revient sur lui. Je visualise ce coup très très bien, sauf que je me dis, il sait que je sais, qu'il sait que je sais que je vais la mettre là, donc je vais
me préparer pour la mettre là et en fait, je vais faire la même mais je vais la mettre de l'autre côté et je joue ce coup et je le vois partir sur le tee et je mets un peu de temps à être content d'avoir gagné parce qu'il part sur le tee, ma balle part parfaitement à l'opposé. C'est un ace et c'est un ace en slice, mais sur le côté extérieur, mais aussi à l'extérieur du carré. Il est tout surpris et c'est fini. Est-ce que tu modifies ton approche mentale en fonction de l'événement? Je pense par exemple la première fois où tu te retrouves en finale à Roland-Garros, où tu te retrouves peut-être devant le public français, devant tes proches. Est-ce que ça change la manière d'aborder le match? Là, je suis à la maison. Je pense que j'avais lu Secret, etc. d'Yannick Noah, enfin relu Secret, etc. d'Yannick Noah. Et en fait, il raconte comment, la veille de la finale, il fait un rêve où il perd son match contre Mats Wilander. Et son père le réveille le matin et dit mais j'ai perdu le match. Qu'est-ce que Mais non, Yannick, qu'est-ce que tu racontes? C'est maintenant, là, faut y aller. Et là, il se rend compte que quelque part, il a une deuxième chance. Et donc moi, j'arrive sur le terrain, qui a un plaisir incroyable. Je suis dans le plaisir et tout le match et je m'amuse. Et quand je me retrouve malmené, je me dis ah c'est quand même c'est dommage, j'ai tout ça pour ça, mais c'était un match fantastique. Allez, je continue, c'est pas fini. Et je suis fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé sur les roues de mon fauteuil roulant cette année-là. Et en fait, j'ai rajouté du poids pour avoir une meilleure prise sur mes roues. Et comme on n'avait pas trouvé d'autres solutions, j'ai des roues qui font en tout plus de 2 kilos de plus que celles que j'ai aujourd'hui. Et donc, à 6 partout, je vais aux toilettes et je me regarde dans les toilettes en me disant je suis crevé. Et je repense à ce que disait Yannick, c'est la fatigue, c'est dans la tête. Donc là, tu es sur le terrain, tu es content d'être là, et ben tu vas jouer juste avec le plaisir et tu verras que la fatigue va partir. Et c'est effectivement ce qui se passe. Alors le début du tie-break se passe mal, c'est l'émotion qui va m'envahir par la suite en me disant ben non mais en fait tout va bien, tout va bien, tout va bien et je gagne. Et l'année suivante, dans les mêmes conditions, en fait, au début du tie-break du troisième, alors que le match va aussi durer 3 heures, j'ai fait évoluer mes roues et là je me dis c'est incroyable, quand est-ce que je vais être fatigué? Je suis jamais fatigué. Et tu gagnes aussi. Et je gagne aussi, ouais. Alors cette finale, tu la gagnes, mais tu avais aussi perdu plusieurs finales avant. Est-ce que c'était différent dans l'approche parce qu'il y avait plus la pression que le plaisir? Comment tu vois ces performances, toi? Moi, je commence le tennis en fauteuil en 2005. En 2008, je gagne une médaille d'or en double aux Jeux. Mais déjà, premier tournoi que je fais, je gagne. En fait, je vais gagner pendant toutes ces années-là des tournois, mais à des niveaux moindres. Donc, au moment où les grands chelems sont en place, je perds, mais je perds toujours contre Shingo Kunieda, qui a tout gagné dans notre discipline. Donc, c'est bien d'arriver en finale, de faire des bons matchs, et je vois à chaque fois que je suis en train de progresser. Je suis dans le plaisir de la progression. Et je suis pas paralysé par l'événement. Au contraire, je suis très excité par les grands événements. Et je perds, mais je me dis voilà, ça, je me rapproche. Et finalement, peu de temps avant, je mène 5-4 au troisième en Australie, 15-40. Je perds, donc je me rapproche. Je me dis bah tiens, je suis vraiment de plus en plus près. Et donc la fois d'après, je gagne. Alors, une fois que tu as gagné un grand chelem, est-ce que ça a changé ton approche mentale de passer du statut d'outsider au statut de favori? Ouais, ouais, mais d'ailleurs, ben, je vais gagner Roland en 2012, mais je vais perdre la finale des Jeux, alors que je suis numéro 1. Mais je vais gagner l'US Open en 2013. Pour les autres, jouer le numéro 1, c'est très motivant, parfois paralysant, mais pour beaucoup motivant. Surtout qu'à l'époque, il y avait un moment où on avait un bonus quand on battait le numéro 1. Mais pour soi, moi, la bascule, elle était positive parce que je me souviens le jour où je suis passé numéro 1, quand je vais à l'entraînement en me disant, mais je suis le meilleur joueur du monde. Et donc, je tente des coups, me mets dans un conditionnement positif psychologique incroyable. Où je dis, mais comme je suis le meilleur joueur du monde, là, ce retour de revers long de ligne, je vais le faire parfaitement et gagnant. Et je joue super bien, juste parce que je me suis autorisé à me dire que j'étais le meilleur. D'ailleurs, il faudrait que j'y repasse un peu par cette case-là. Et du coup, ça t'a relâché de dire cette phrase-là? On peut tout faire croire à notre cerveau. Et quand je fais croire à mon cerveau que j'ai encore ma jambe, là, quand tu parlais de ça tout à l'heure, ouais, on peut tout faire croire à notre cerveau. Et s'il nous croit, il exécute. Et comment tu arrives à gérer les défaites dans des finales importantes? Je pense par exemple aux Jeux de Londres où la médaille t'échappe. Comment tu arrives à analyser la défaite par exemple? Bah alors là, typiquement, les Jeux de Londres, c'est juste que je suis tombé sur un mec qui était plus fort que moi. Je lui serre la main, bravo. Quand je perds un match, je félicite mon adversaire qui a été plus fort que moi ce jour-là. Et puis je retourne à l'entraînement. Je travaille encore plus quand je perds. Je regarde les autres jouer, j'essaye d'apprendre. Et je sais que moi, j'ai un gros problème de déplacement vis-à-vis des autres. Je bosse là-dessus. Je suis plus sérieux quand j'ai perdu pour essayer de raccrocher des wagons. Je vais mieux analyser les vidéos. Je vais en faire plus, tout simplement. Et est-ce que tu as remarqué que toi, tu avais une évolution sur le plan mental depuis le début que tu as commencé le tennis fauteuil jusqu'à maintenant?
Oui, et j'ai même un moment clé, et encore une fois, c'était pas au tennis, mais c'était au golf. C'est la veille du championnat d'Europe où je me réveille à 3 heures du mat et je suis incapable de dormir. Et je partage la chambre avec un copain qui me chambre et qui m'en parle encore aujourd'hui, mais j'ai l'émotion du grand événement et de l'impossibilité de dormir ce jour-là. Mais aujourd'hui, ça m'arrive plus. Je dis bon, bah, maintenant, il faut que je travaille là-dessus. Et au contraire, je suis tranquille, apaisé, et je le vois. Et les choses importantes, en fait, c'est que aujourd'hui, et ce que j'ai appris, je me dis pas, je vais gagner un tournoi du Grand Chelem. C'est, je vais jouer ma finale comme étant la Xème d'une longue série. Si je gagne celui-ci, bah, ce sera le 5e, le 6e, mais pas le 6e et point final. J'ai pas de pression par rapport à point final. Je dis, bah voilà, je gagne celui-là, là, j'ai pas gagné, j'ai donné mon max, et bah, ce sera le 8e, le 9e, le 10e. Et donc, ouais, j'ai une forme d'apaisement par rapport à mes matchs. Mais je parle aussi, tu vois, à l'intérieur des matchs. Est-ce que toi, tu as remarqué que tu arrivais à gérer tes pensées et tes émotions d'une manière différente? J'ai eu plusieurs phases sur mes émotions sur le court. Et quand on est golfeur, on apprend à gérer ses émotions. En plus, moi, les meilleurs joueurs contre lesquels je jouais, c'était des Suédois. Donc, on avait l'image des Suédois glaçons, de ne rien montrer. Un peu comme le message, en fait, c'était de dire, quand tu mets ta balle dans le trou de très loin, t'as des joueurs qui ont ah super, fantastique, j'ai mis la balle dans le trou. Non, toi tu mets la balle dans le trou comme si c'était ton quotidien. Donc c'est normal que tu l'aies mise dans le trou. Donc tu fais zéro émotion, comme ça l'autre il se dit ah attends, le gars il rentre la balle à 12 mètres, ça lui fait rien, ouais. Donc on joue avec ça. Quand j'ai recommencé à jouer au tennis, j'étais beaucoup plus expansif et je pouvais faire ah ouais allez comment, enfin pas trop avec la voix, mais assez dynamique. Et après, j'ai rebasculé sur zéro émotion. Il faut ne rien montrer. Mais ne rien montrer, ça me ferme un peu, peut-être, un peu trop. Donc là, maintenant, je suis entre les deux. J'essaie de ne rien dire, mais en même temps, de temps en temps, montrer que je suis content. Je suis toujours partagé là-dessus. Parce que j'aime bien aussi ce côté maîtrise, à dire, bah, de toute façon, je te fais un ace, je te fais un passing, c'est normal, je fais ça tous les jours. Et pendant les matchs, j'imagine qu'il t'arrive d'avoir des pensées négatives. Comment toi tu les gères ces pensées? Ah oui, bah, je pense que celui qui dit qu'il n'a pas de pensée négative ne joue pas vraiment. On les a tous, même Rafa, et c'est pour ça qu'il met en place toutes ces routines. Donc l'émotion arrive, il faut l'accepter, parce qu'on peut pas y échapper, et la traiter. Et le traitement, c'est de repasser sur la routine, de se dire, alors, attends, là j'ai une goutte de sueur à gauche, à droite, sur l'aile du nez. Je fais Rafa, hein, sur le short à gauche, à droite, ma bouteille, elle est en place, ma balle, je la mets sur la mouche qui est à 1,3 cm à gauche du T, ok, je suis prêt à jouer, boum, je joue. Et pendant ce temps-là, puisque j'ai parlé, j'ai pas pu faire autre chose en me disant, ah ouais, attends, là, c'est la balle de match de Roland Garros, je vais être à 10, 11. Oh, mince, c'est quoi, c'est un chèque de 2,3 millions. Qu'est-ce que je vais dire au discours, je sais plus. Ah non, non, et je suis pas dans l'action. Et alors, ça, pour moi, maintenant, le mieux, c'est la respiration et de compter mon inspiration, mon expiration, ce qui fait que je suis incapable de penser à autre chose à ce moment-là. Ouais, donc tu as en fait trouvé ta manière de gérer tes émotions. Et je voulais savoir si ça changeait quelque chose dans ton approche mentale, comme tu as beaucoup aussi gagné en double, le fait de jouer avec un partenaire. Comment tu gères tes matchs mentalement dans ces conditions-là? Bah, typiquement, là, sur cet exemple précis, avec Nicolas Pfeiffer, on a gagné le Masters, là, le dernier, le Masters de double. Et à un moment où le match pouvait éventuellement basculer, où les gars revenaient dans la partie, bah moi, je me suis mis tout seul dans mon exercice respiratoire. Et ce qui a fait que j'étais pas du tout dans c'est maintenant que ça se joue, c'est pas maintenant que ça se joue, on gagne, on perd, les doutes. Et j'ai laissé Nicolas. Et on s'est laissé tous les deux. Et en fait, ça nous a aidés. Après, la paire, on a fait un travail, on est opposés. Et du coup, longtemps, tout essayé avec lui pour essayer de le canaliser sur des trucs ou de l'amener quelque part. Et je me suis rendu compte que moi, je suis un analytique et lui, c'est un sensitif. Et que là-dessus, ben, j'avais plutôt intérêt à lâcher et à laisser faire. Et on allait se retrouver sur le court de façon instinctive plutôt qu'autre chose. Je laisse après. Ce qui est vraiment difficile dans notre discipline, c'est que on est partenaire et adversaire. Et que donc tout ce qu'on va faire comme travail commun est pour et contre. Ouais, mais ça justement, est-ce que ça rend pas les choses plus complexes à gérer mentalement? Ouais.
sous réserve qu'on veuille aller plus loin dans le travail du double. Mais aujourd'hui, on est les meilleurs, donc ce qu'on fait, ça, c'est bien. Il faut faire attention à être meilleur, meilleur, meilleur et à continuer, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ok, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter sur le mental, une conclusion à faire? La question que je me suis posée il y a pas longtemps, c'est puisqu'on fait tous ce travail aujourd'hui de préparation mentale. Est-ce que les meilleurs qui travaillent ont, des aptitudes depuis tout gamin? Ou est-ce que, comme dans le jeu, par le travail, on peut devenir un cheval de course? Et ma conclusion, c'était de me dire: «En fait, je me suis beaucoup construit mentalement depuis que je suis tout petit, tout seul». Donc en fait, ce que je me disais, c'est la préparation mentale, c'est, en tout cas en France, relativement récent et donc quand j'étais gamin, j'en ai jamais entendu parler. Mais pour autant, j'ai beaucoup travaillé cette partie-là et comment je la travaillais? Je jouais au mur contre tous les joueurs du monde. Je jouais, je disais: «Stéphane McEnroe, Stéphane McEnroe, Stéphane McEnroe» et je battais tout le monde parce que je trichais avec moi-même. C'est-à-dire que je jouais contre le mur, donc il y avait aucune chance de gagner. Mais sauf qu'à un moment, je tapais plus fort et c'était Stéphane. Au moment où je disais Stéphane, hop, c'est lui qui tapait plus fort et McEnroe qui ratait ou Borg qui ratait. Et j'ai raconté cette histoire il y a pas longtemps à John McEnroe, à l'Australian Open, où il y avait aussi, Patrick et McEnroe qui disaient qu'on l'avait tous fait. On a tous joué contre un mur et on a tous joué contre les meilleurs et John dit: «Ah mais contre moi tu as perdu» et je dis: «Ah non, désolé mais contre toi aussi j'ai gagné» et donc je pense qu'on se construit ce mental et qu'après on le parfait avec les outils, d'aujourd'hui, mais c'est la même chose que le tennis. C'est-à-dire qu'on ne fera pas, d'un âne un cheval de course et que ce soit pour le jeu que pour le mental. Il faut avoir à la fois des aptitudes, une envie et une méthode. À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.